Allez, donc on peut commencer. Allez, impeccable. Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez pu, récupérer les documents sur, le Padlet. Je voudrais aujourd'hui vous montrer rapidement, enfin rapidement, ce qu'est la notion de dualité onde-particule et plus exactement, l'effet quantique. Alors, la notion, d'effet quantique, est particulière puisque, c'est très à la mode, j'allais dire, puisque, toutes les génies, j'allais dire, et les géants de l'informatique, sont à la recherche de ce type d'ordinateur, dans la mesure où, un ordinateur va, s'il bénéficie d'un effet quantique, va pouvoir donc, avoir une, capacité de travail qui va être, démultipliée. Mais quand je dis démultipliée, c'est-à-dire une vitesse d'exécution environ, espérée pour l'instant, de 1 000 000 à 10 millions de fois plus rapide que ce que peut faire le meilleur des, ordis, aujourd'hui, d'ordi classiques. Alors pourquoi? Beh, tout est une histoire ici donc des niveaux d'énergie que peut avoir un atome autour de lui. Et donc autour d'un atome, il y a des électrons qui, ne sont pas disposés n'importe comment, vous le savez. Et ces électrons également vont donc être placés sur des transitions d'énergie électronique, c'est comme ça qu'on les appelle, des transitions d'énergie électronique, parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs niveaux d'énergie. Et en clair, si on arrive, pour revenir à l'ordinateur, un ordinateur, lui, ne travaille qu'avec des zéros et des 1, hein, quelque part. Mais si plutôt que travailler sur des nombres avec plusieurs bits qui peuvent avoir que deux valeurs, on pourrait travailler avec un ordinateur, c'est ce qu'ils espèrent, et ils sont en train d'essayer, de créer donc des nombres qui ne seraient pas créés avec des bits, mais plutôt avec des niveaux d'énergie d'atomes. Et donc, ce qui fait que donc, on peut avoir énormément de niveaux d'énergie différents autour d'un atome, et ça remplacerait le traditionnel bit qui n'a que deux valeurs, 0 et 1. Donc, ça permet d'obtenir bon nombre de combinaisons différentes. Alors, hop, on va juste faire comme ça pour que je puisse voir les questions, s'il y a des questions. Excusez-moi. Donc, ici, donc en première S, qu'est-ce que nous avons vu? En première S, on a vu que, si on a un atome donc qui est stable, il est à un état dit fondamental. Autrement dit, ces électrons sont autour de lui, mais, ne sont pas, j'allais dire, ne sont pas sollicités et donc, restent à bonne distance du noyau. Si par contre je soumets à un atome, à un de ces électrons, excusez-moi, une énergie par l'intermédiaire, par exemple, d'un photon ou d'une énergie extérieure. Je vais lui transmettre donc cette énergie pour qu'il puisse monter jusqu'à un niveau d'énergie donné. On dira d'ailleurs que cette énergie est quantifiée dans la mesure où, elle va pouvoir donc, hop, excusez-moi, je ne suis pas dégourdi. On va pouvoir donc, lui transmettre l'énergie suffisante, mais quand je dis suffisante, c'est pile, d'énergie pour qu'il puisse passer un état excité. On parlera de quantum d'énergie. Un quantum d'énergie est une quantité bien fixe que va recevoir donc l'atome pour qu'il puisse passer à un niveau excité. On voit d'ailleurs que si je lui fournissais suffisamment d'énergie à cet atome, les électrons en bénéficieraient pour pouvoir quitter leur noyau et à ce moment-là, on retomberait sur un état dit ionisé, c'est-à-dire ben, l'atome devient ion puisqu'il a perdu l'électron, on lui a donné suffisamment d'énergie pour qu'il parte de cet atome. Donc là, ici, c'est ce que nous avons vu en première. Euh, donc, que l'on peut voir avec donc, le vocabulaire qui est présenté ici. Si je lui transmets de l'énergie suffisamment, il va à ce moment-là monter à un niveau d'énergie supérieur. Et ce niveau, c'est E égale H nu, hein, je vous rappelle, que vous avez ici. Hein, c'est la fameuse transition énergétique qui est appelée une quantification, une quantité, un quantum d'énergie. À partir de là, parlons maintenant la suite. Qu'est-ce qui va nous intéresser à l'intérieur et pourquoi parler de ces effets quantiques? En fait, on va jouer avec ces niveaux d'énergie et nous, ce qu'on va aborder en Terminal S, et je vous ai mis un document un peu plus complet, mais qui reste quand même dans le programme de Terminal S, vous avez donc ce qu'on appelle la possibilité d'avoir des émissions dites spontanées ou des émissions dites stimulées. Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est que l'émission spontanée, c'est l'émission auquel on est habitué. C'est-à-dire, je fournis de l'énergie,
d'une manière ou d'une autre à un atome, il va gagner ce niveau d'énergie. On le voit bien d'ailleurs en dessous, hein, il gagne de l'énergie, mais vu que c'est un état d'énergie supérieur à l'état fondamental, ce n'est pas normal, ce n'est pas attendu, donc il ne va pas accepter cet équilibre, et donc il va perdre spontanément son niveau d'énergie et émettre un photon. Donc ce photon qui va être égal, l'énergie ici, E égale à H nu, hein, la même relation qui est ici, c'est-à-dire que si le photon permet de passer de cette transition E2 à E1, mais à ce moment-là, la différence d'énergie vaut E2 moins E1 est égale à H nu, c'est égal à HC sur lambda, c'est-à-dire que E2 sur E1 correspond à un lambda bien précis, pas n'importe lequel. Ce qui fait que donc lorsqu'il va se désexciter, cet atome, on va obtenir une raie donc d'émission. Et cette raie d'émission, ça va être les raies auxquelles on est habitué. Peut-être 2 secondes, je ne crois pas que je l'ai là, je vais reprendre. Excusez-moi, donnez-moi 2 secondes. Hop, je vais le faire ailleurs. Ça va perdre du temps. Ce que l'on va voir qu'on appelle des spectres d'émission, je ne me rappelle plus où l'avait mis, donc je cherche ici chez nos… Hop, je ne l'ai pas mis là. Ça s'appelle de l'impro. Lorsque l'on prend un gaz, par exemple, ici, je prends l'oxygène. L'oxygène, comme vous pouvez le voir ici sur le haut, vous avez ce qu'on appelle un spectre d'émission, en dessous un spectre d'absorption. Je reviendrai peut-être sur ces deux termes parce que ça fait partie des choses qu'on doit savoir, mais je pense que ce n'est pas compliqué. Spectre d'émission du gaz, c'est-à-dire que je lui soumets de l'énergie électrique, il va être soumis, il va recevoir de l'énergie électrique et il va nous la transformer en énergie lumineuse. C'est-à-dire que l'énergie électrique que l'on lui donne va être utilisée par certains niveaux de l'atome pour pouvoir, quand il le voudra, émettre de façon spontanée une raie ou une autre, ou tout en même temps, ou une partie. Donc, cette partie, ce caractère aléatoire de l'émission va engendrer quelque part des situations un peu particulières, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de gérer le flux de lumineux qui sort de la lampe. On est sûr simplement qu'il peut y avoir un flux lumineux. Point. 2 secondes, en dessous, spectre d'absorption, vous voyez la différence. Hein. Je prends une lumière blanche et je mets devant le gaz que j'ai choisi, par exemple l'oxygène, et je ne récupère ici que le spectre donc, continu de la lampe blanche dans lequel j'ai soustrait les retenues, les raies donc, de caractéristiques de l'oxygène. Y a-t-il des questions? Peut-être que je suis trop bavard, peut-être, ou c'est pas clair? C'est bon? Bon, ok. Je continue donc avec ce qui m'intéresse aujourd'hui, la notion dite d'émission stimulée. La particularité d'aujourd'hui, c'est qu'on va essayer donc de stimuler la matière d'une manière particulière, de telle sorte que le rayonnement lumineux cette fois-ci ne soit plus aléatoire et spontané, comme je viens de le dire, mais plutôt maîtrisé. Et donc pour obtenir ça, on va exciter un atome et lui soumettre un photon en état excité qui va permettre de récupérer en sortie 2 autres photons. Ces 2 photons seront de même nature que le photon incident, c'est-à-dire le photon de départ initial. Et donc, c'est ce qu'on appelle le mode d'émission stimulé, comme je l'ai marqué là. Il est déjà dans un état excité et on va lui permettre de se désexciter en émettant un autre photon identique. Donc, voyons une situation peut-être pour comprendre. Alors, ici, dans cette vidéo, je vais couper le son parce qu'on… Voilà. Cette vidéo, on voit bien ici que donc un atome, si on lui transmet de l'énergie, il passe en état excité, donc devient plus gros. À partir de là, on voit que s'il est en état excité, il va recevoir un photon et il va en transmettre un deuxième en se désexcitant. Et les deux, vous voyez comme ils sont de même phase. C'est-à-dire, comme vous avez pu le voir là dans l'émission juste avant, c'est important qu'on le voit, c'est ce petit truc. Vous voyez cette image-là, on voit bien ici les deux qui sont en phase.
Ce sont donc deux photons, qu'on va dire, cohérents. D'accord? Donc, une fois que ceci est compris, c'est ce qui est marqué là, vous allez voir la suite le principe du fonctionnement laser dans lequel il y a deux miroirs qui sont semi-réfléchissants. C'est-à-dire, même ces deux-là, ils sont carrément réfléchissants pour l'instant, c'est-à-dire qu'on apporte de l'électricité à des atomes qui sont excités. Donc, et une fois excités, ils créent donc deux photons qui sont cohérents, de même phase. D'accord? On appelle ça de l'émission, comme je viens de vous le dire, stimulée et non plus spontanée. Ces photons, une fois émis, vont rentrer dans le miroir et rencontrer deux autres photons, deux autres noyaux qui étaient déjà excités, qui va se désexciter, et lui-même va créer deux nouveaux photons qui sont cohérents, et ainsi de suite. Vous voyez que chaque atome rencontré va créer donc une information qui est stimulée. Et on voit bien ici la cohérence de l'information avec le motif qui se répète complètement en phase. Si maintenant on crée une paroi qui est semi-réfléchissante, on va pouvoir transmettre une information lumineuse, celle du laser, qui va donc avoir une couleur unique. Pourquoi unique de même direction? Puisque l'information était cohérente au préalable. Donc, je crois que là, l'animation est presque finie. Il nous montre peut-être… voilà, c'est ça. Hein. Donc, c'est important que vous voyez donc, cette notion-là d'émission dite stimulée, et l'intérêt donc pour le laser, ça va être donc de récupérer cette émission spontanée, cette émission stimulée, excusez-moi, et en bénéficier pour avoir donc des caractéristiques importantes de la source laser, c'est-à-dire que la source laser est directive, monochromatique et cohérente, comme vous pouvez le lire sur le texte ici. Alors, c'est vachement important parce que le fait que la lumière du laser soit directive, monochromatique et cohérente va me permettre de parler de concentration dans l'espace et concentration dans le temps. La concentration dans l'espace, mais ça veut dire que contrairement à de l'émission qui était spontanée, je vous parlais tout à l'heure d'une lampe quelconque, la lampe quelconque émet dans toutes les directions. Sans qu'on puisse privilégier une direction. Là, en l'occurrence, avec le laser, dans ce système-là, on arrive à bénéficier d'une certaine cohérence et donc d'avoir une concentration dans l'espace. Ensuite, concentration dans le temps, c'est là où c'est vraiment le côté super intéressant donc, du laser. Un laser peut émettre de manière continue ou pulsée. C'est-à-dire que donc on va, plutôt que d'émettre sur un temps, admettons, je vais émettre 1 joule sur 10 secondes. J'exagère, mais admettons, j'émets 1 joule sur 10 secondes. J'ai donc une puissance, si je devais l'écrire, peut-être que ce serait plus clair si je l'écrivais. Donc 1 joule divisé par 10 secondes, vous voyez que j'ai un résultat qui va être égal à 0,1. Et l'unité, quelqu'un peut me la donner? Pas tous à la fois? Personne ne voit l'unité que l'on peut obtenir? Ce sont… Ah, quelqu'un? Ce sont des watts. Des joules par seconde. Des joules par seconde, ça sera donc des watts. Je vous rappelle que ça, c'est important qu'on le sache, puisqu'en fait, on va avoir donc chaque fois que la puissance, c'est l'énergie par unité de temps. C'est-à-dire, c'est la vitesse à laquelle une énergie transite par unité de temps. Si maintenant, cette même énergie, je vais transmettre cette fois-ci, non plus sur 10 secondes, mais je vais émettre de façon plus courte, et je vais émettre cette même énergie, mais sur un temps plus grand, plus petit. C'est-à-dire que je vais passer, donc je vais prendre un temps plus petit, je vais pouvoir émettre donc 10 joules quelque part en un temps 10 fois plus petit. Donc je vais le diviser par un temps 10 fois plus petit. Je vais donc obtenir un résultat qui correspond à 10 watts. C'est ça en fait la concentration temporelle, pouvoir raccourcir quelque part le temps pour que toute l'énergie transitée, la valeur efficace du signal sur 10 secondes puisse être ramenée sur un temps beaucoup plus petit. Je augmente le niveau d'énergie. Donc, si je diminue par 10 le temps, j'augmente par 10 l'ordonnée, c'est-à-dire l'énergie, et je me rends compte que j'ai une puissance vachement plus grande. Donc, vous allez voir dans des sujets que je vous proposerai,
ben, que les lasers pulsés sont des lasers qui, qui permettent d'obtenir donc une puissance bien plus importante. Qui dit puissance dit je vais déplacer de l'énergie plus vite, je vais avoir quelque chose de bien plus énergétique. D'accord? On n'est pas obligé d'émettre en continu, comme nous on est habitué de voir le laser dans des classes. Si on devait rentrer au lycée début juin ou fin mai et qu'on fasse le TP, on va avoir nous des lasers qui sont continus, c'est-à-dire des lasers qui émettent une lumière au point barre. Donc, je n'aurai pas la possibilité d'avoir un laser pulsé avec les lasers du lycée. Je vais pouvoir éteindre, allumer à la limite un laser, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Si j'ai 1 joule et que je le ramène pendant 1 seconde, je ne gagne pas de l'énergie. D'accord? Par contre, si je peux, la quantité d'énergie du premier laser, c'est-à-dire lui, le joule que je pouvais transiter en 10 secondes, mais je peux le ramener sur 1 seconde et obtenir le résultat du dessous. À ce moment-là, je gagne vraiment de la puissance. Donc, c'est ce que je voulais montrer ici avec cette image-là, c'est-à-dire que ça, c'est une opération, par exemple, de la rétine. Alors, il y a plusieurs types d'opérations. Je maîtrise mal le côté médical, mais admettons, il y a, par exemple, pour les personnes âgées, la possibilité de éliminer, de raboter la cornée, hein, comme on peut le voir là, c'est-à-dire on élimine une partie de l'épaisseur de la cornée pour éliminer ce qu'on appelle la cataracte et permettre donc aux gens qui ont un voile blanc sur les yeux, ce qu'on appelle la cataracte, de rebénéficier d'une vision à peu près limpide. On peut également avoir le principe aussi des gens qui sont myopes, qui vont avoir donc cette cornée trop épaisse, du fait que la- la lentille qui est devant notre œil, si vous voulez, a une forme quelque part à ce moment-là pour le, pour le myope. La forme de l'œil est un ballon de rugby et devrait être un ballon de foot. La forme d'un ballon de foot, et donc on va jouer avec le laser pour pouvoir ramener la forme de l'œil de façon la plus sphérique possible pour que le myope puisse éviter de porter des lentilles ou des lunettes pour y voir. Donc c'est tout ça est dû par rapport à un système donc de laser. Est-ce que vous avez des questions? La suite ici, j'ai repris la vidéo que je viens de vous dire et je vous ai réexpliqué ce qu'était le fonctionnement d'un laser. Alors, l'intérêt, c'est simplement, vous avez pu le comprendre, de ce laser, bien sûr. Alors, il y a des termes qu'il faut qu'on connaisse, c'est les mots inversion de population, c'est-à-dire qu'on avait des atomes stables, on s'est arrangé pour que tous soient excités, puis ensuite on a inversé la population pour qu'ils se désexcitent par ce qu'on appelle pompage optique, c'est-à-dire par l'émission d'une stimulation optique, et d'où le terme d'émission stimulée. Et ensuite, on a d'autres termes qui sont intéressants, qui permettaient de voir, comme on pouvait le voir, la réflexion, l'absorption, et ensuite, le fait donc de multiplication des allers-retours nous permet de comprendre à la fin cette notion de concentration spatio-temporelle. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est important. Mais en deuxième point, ce qui est important de comprendre, plus que la concentration spatio-temporelle, c'est qu'on peut maîtriser les effets, les niveaux d'énergie de l'atome. Et c'est là où je veux en venir. Est-ce qu'avant que je continue, vous avez une question? Ok. La suite, c'est ce que j'appellerais cette fameuse dualité. Alors, cette fameuse dualité, avant que je n'en parle et que je vous montre ce que j'ai prévu ici pour l'activité, regardons d'abord le système. C'est bon. Voilà ce qu'on a pu obtenir. Now we are looking at the detector plane on the model. On va lui demander de ne pas trop parler. Alors, ici, ça a été la première preuve visuelle de ce que l'on va voir, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que la matière avait un fonctionnement différent si les chocs étaient nombreux ou s'ils étaient moins nombreux. En clair, on va avoir la possibilité de jouer sur une particularité de la matière, c'est que lorsque l'on lance un objet au travers d'un obstacle constitué de 2 fentes, on sait très bien qu'il y a plusieurs possibilités. La première, je lance cet objet,
elle va rencontrer d'abord, me semble-t-il, que si c'était nous qui lancions une balle de tennis, on aurait peut-être du mal à faire passer par une fente. Alors, admettons qu'on ait un canon de balles de tennis, d'accord, face à ce genre d'obstacle, avec des largeurs ici d'obstacles, de fente, qui soient à peu près du même ordre de grandeur que la largeur d'une balle de tennis, un peu plus. On sait très bien le résultat. Le canon de balles de tennis envoie dans tous les sens. Un bon nombre de balles de tennis vont taper sur la partie ici et ne traverseront pas. Et certaines vont réussir à traverser. Et quand on va regarder l'obstacle, me semble-t-il que ce que l'on va observer, c'est rien. C'est-à-dire que quand on va regarder les obstacles, les contacts, les chocs, après que les balles puissent traverser ces deux obstacles, on va voir ici quelque chose qui n'a rien de très cohérent. Et puis, on s'est rendu compte, avec le phénomène que je voulais vous montrer ici, que lorsque on a placé on a utilisé de la matière qui était quelque chose de bien plus petit, c'est-à-dire des électrons, de la matière avec des particules très petites, on s'est rendu compte que quand elles n'étaient pas bien nombreuses, on avait le phénomène comme pour les balles de tennis, c'est-à-dire rien de bien spécifique, rien de bien joli. Par contre, si on commence à augmenter ce nombre de faisceaux, et on voit apparaître ici quelque chose de bien pratique, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est qu'on voit apparaître que les électrons ne sont pas alignés sur le récepteur de façon aléatoire, mais plutôt cette fois-ci sous forme organisée, comme on a pu le voir lorsque nous travaillons au préalable avec des ondes lumineuses. C'est-à-dire que l'on voit bien apparaître des franges lumineuses, plus ou moins claires, et des franges sombres qui coupent à intervalles réguliers notre dessin. Et donc, ces intervalles sombres nous font penser au phénomène d'interférence, mais également, on peut le voir, le milieu est bien plus clair que ce que peut l'être à l'extrémité. On voit donc ici apparaître le phénomène également de diffraction. La diffraction et l'interférence sont des phénomènes caractéristiques des ondes lumineuses et non pas caractéristiques des ondes mécaniques, comme on pouvait le voir au préalable. Alors, c'est ce que je cherche à vous montrer ici également. Ah, elle s'est remise à 0. Je vous mettrai les liens de ces vidéos pour que vous puissiez les regarder. Donc, pareil, j'ai un obstacle comme il nous le montre. Il le balance, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la balle de tennis. Il y en a un bon nombre qui revient. Certains tapent. Et vous voyez, il n'y a rien de bien spécifique. Par contre, la particularité, c'est que lorsque l'on travaille avec des ondes, le phénomène d'onde, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est-à-dire que lorsqu'elle rencontre un obstacle de même dimension, à peu près qu'il y a deux obstacles identiques séparés à intervalles réguliers, on voit apparaître les interférences. C'est exactement la même chose. Si maintenant je prends un objet qui n'est plus une particule quelconque, mais cette fois-ci ce qu'on appelle un objet quantique. Mais l'objet quantique, on le voit se déplacer non plus sous forme d'un point comme tout à l'heure, mais sous forme d'une ondelette. On appellera ça une onde de matière. Et si le phénomène se répète de façon très nombreuse, eh bien, on va voir que cet objet quantique va se répéter non pas de façon aléatoire, mais va se répéter de façon très répétée et de façon identique à ce qu'on a vu pour une onde, c'est-à-dire des interférences, donc un caractère ondulatoire. L'objet quantique va donc avoir la possibilité d'avoir double caractéristique. C'est un objet, comme pouvait l'être une particule quelconque qui rencontre un obstacle de même dimension que lui, comme une balle de tennis tout à l'heure, ou va également avoir la même caractéristique qu'une onde, puisqu'on voit apparaître ce phénomène-là. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier, c'est ce qui m'intéresse de vous montrer aujourd'hui. Donc je suis revenu dans l'activité 8 que j'ai mis sur le Padlet. La lumière, donc le caractère ondulatoire, on le voit sous les deux formes, je le répète, interférence et également diffraction. Donc les sujets que vous allez avoir à faire sont des sujets qui remettront encore en ligne ce qu'on a vu en début d'année sur les diffractions interférences.
Et ensuite, le côté donc onde de matière qu'on va voir ici avec l'expérience qui avait été imaginée par Johnson ici en 61 et qui n'a été réellement que fixée par ce qu'on a vu tout à l'heure. Je crois qu'on est dans les années 80. Vous voyez, donc les années 80, il y a quand même eu des bonnes choses. Il n'y a pas eu que Partenaire particulier et Gilbert Montagnier. On a également aussi vu la première onde de matière. C'est quand même joli. Ici, une autre caractéristique de l'effet quantique que j'ai mis en avant, c'est ce que j'appellerais l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'une onde classique de lumière, une onde électromagnétique, au contact d'une certaine matière, va permettre à cette matière de libérer un électron. Et donc, c'est ce que j'appellerais un panneau photovoltaïque. Je reçois la lumière du soleil. Cette lumière du soleil va être transformée en une énergie électrique pour que je puisse éclairer. C'est ce qu'on appelle un panneau photovoltaïque. Donc, la matière utilisée est une matière particulière à base de silicium qui, grâce à cet effet photoélectrique, nous permettent d'obtenir du courant. Y a-t-il des questions? C'est bon? OK. Voyons ce qui m'intéresse maintenant, ce que vous avez pu voir donc, concernant les fentes Young ici, notamment, qu'on avait déjà vu en début d'année, avec le caractère ondulatoire de la lumière. La lumière rencontre ici, ou le particule l'onde quantique rencontre ces deux obstacles, et on voit apparaître une figure d'interférence, mais pas pour n'importe quel nombre d'impacts. Vous voyez ici, on voit apparaître cette figure d'interférence et en même temps de diffraction pour un nombre très important de matières. Donc, s'il n'y en a pas beaucoup, on voit n'importe quoi, le double, n'importe quoi. À partir d'un certain nombre, on voit apparaître quelque chose, mais c'est bien plus marqué si vraiment on augmente la multiplicité du geste et si donc cet effet quantique est répété de façon, cette onde de matière est répétée de façon très importante. Le phénomène quantique, c'est ce que j'ai marqué ici, sont des phénomènes qui interviennent pour des objets microscopiques. Nous, on ne verra, pour l'instant, on a réussi à ne faire un effet quantique que pour l'électron et le proton, j'allais dire de façon scolaire, mais je lisais encore sur une revue que l'an dernier, fin d'année dernière, ils ont réussi pour certains atomes à, à créer cet effet quantique avec un ou deux atomes donnés, mais c'est-à-dire à obtenir quelque part un effet intéressant pour créer un ordinateur avec autre chose que des électrons, ce qui n'est pas encore possible. Donc, ils ont réussi à créer, à maîtriser quelque part des effets quantiques de certains atomes, c'est-à-dire obtenir tout un nombre d'états de transition énergétique. Mais c'est en cours de route. On n'est pas encore, on n'arrive pas à créer une machine stable. Toutes les machines qui existent à effet quantique ne sont pas des machines qui sont stables. Elles créent elles utilisent beaucoup d'énergie déjà, mais surtout elles arrivent à créer plusieurs niveaux, mais de façon très courte dans le temps, donc on ne peut pas l'utiliser. Alors, qu'est-ce que nous devons voir ici, puis après on répondra ensemble aux différentes questions. C'est ce qu'on appelle la relation de De Broglie. Alors on dit, c'est écrit de Broglie, faites attention, surtout maintenant que vous ne l'entendrez pas souvent, vous allez plus le lire éventuellement que le voir. C'est vraiment, ça s'appelle De Broglie, Monsieur De Broglie, qui a été le premier à considérer que l'objet quantique, comme on l'a pu le voir dans l'animation précédente, ici, a pu nous montrer que la matière pouvait être sous forme, l'objet quantique était plutôt sous forme d'une onde qui se déplace, vous voyez, à la même manière que pourrait le faire une vague, puisqu'on voit ici que il y a des maximums et des minimums qui se superposent. Voilà ce que nous laisse penser cette animation. Et donc, cette onde de matière, on la retrouve ici avec P égale H sur lambda, qui veut dire que la quantité de mouvement d'un objet est reliée non pas à la vitesse de l'objet, comme on a pu le voir dans la formule habituelle P égale mv, mais est reliée à l'inverse de la longueur d'onde. Donc, c'est le cas de l'onde de matière. Je profite du moment pour vous montrer, c'est une revue qu'on a commandée au CDI. La blague, elle est bonne, puisque forcément, on ne pourra pas y avoir accès là, mais peut-être vous allez pouvoir, j'ai eu du mal à trouver
des extraits entiers, la trouver en ligne. Juste vous montrer quelques parties, quelques pages que vous pourrez trouver sur cette vidéo-là, cette revue-là. C'est une revue super qui nous reprend en fait toute l'histoire de l'effet quantique, de la relativité aussi, avec Einstein, Planck et Davidson-Germer, qui sont les physiciens qui ont travaillé sur la première moitié du XXe siècle, le plus sur ce qu'on appellera le monde quantique et le monde abstrait de la matière. Et ce n'est qu'après les années 50, donc bien un peu après les années 60, comme je disais tout à l'heure, au début des années 60, qu'on a commencé à vraiment s'intéresser et à mettre des fonds dans le monde quantique et à redonner d'ailleurs de la valeur aux travaux d'Einstein, donc aux alentours de 1961-1962. Regardez, c'est pas mal. En plus, si vous pouvez la voir, si vous à la médiathèque, j'ai oublié de regarder, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'elle y est à la médiathèque. Vous l'aurez sûrement en ligne si vous êtes inscrit. Regardez, c'est pas mal fait. C'est présenté, c'est un petit personnage qui traverse le monde et qui montre les différentes. Donc, ce petit personnage montre au travers des âges ses rencontres avec des personnages historiques et réexplique tout ce que je vous expliquais toute l'année sur la matière en elle-même dès le départ, et sur les expériences de Michelson et Morley qu'on a pu voir en début, de Germer aussi, comme je viens de vous dire, Planck, avec la constante de Planck ici, et Einstein, bien sûr. C'est sympa à regarder. Ça fait passer un petit peu de temps, puis c'est vraiment bien fait. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va regarder l'activité à partir de ce que je vous ai proposé. Cette activité ici me dit donc citer deux phénomènes caractéristiques du phénomène ondulatoire de la matière. Les deux phénomènes caractéristiques, vous en doutez, diffraction et interférence sont les premiers phénomènes qu'on ait pu voir en début d'année, puisque c'est grâce à la mesure, par exemple, de l'interférence et de l'interfrange notamment, on a pu avoir accès à la longueur d'onde, en mesurant également la largeur d'une tache centrale de diffraction. On a pu aussi mesurer, on sait très bien que θ égale lambda sur A, donc également la largeur de la tache de diffraction, elle est liée à la longueur d'onde de la lumière incidente. Pourquoi les quatre images du doc 4 mettent en évidence le double aspect ondulatoire et particulier de la matière? Donc je reviens sur ce doc 4. Et je reviens à ce que nous disions. Alors, sur les premiers schémas où il y a peu d'impact, on voit que le côté particulier simple, c'est-à-dire qu'un objet quelconque lancé sur deux obstacles va taper n'importe où sur l'écran. Alors que si cet objet quantique, on l'oblige à être répété un grand nombre de fois, on va faire apparaître ce qu'on appelle la théorie des grands nombres, et la théorie des grands nombres qui permet de valider le fait que notre objet quantique a le même fonctionnement qu'une onde lumineuse, puisqu'on voit des franges sombres avec des obstacles, avec des chocs plus importants à certains endroits, au centre de l'écran notamment, et qui s'éloignent, en s'éloignant, deviennent de plus en plus disparates, puisque, comme le phénomène de diffraction nous le montrerait, on aurait une tache centrale ici très lumineuse, avec ici donc les obstacles très présents, et sur le bord, on aurait ici des obstacles, des franges bien moins marquées, puisque forcément, ici, on est plus loin que le milieu de notre écran. L'interfrange est donnée par la relation, ici, I égale lambda d sur B. Donc, cette mesure d'interfrange, comme je vous disais tout à l'heure, permet de savoir que l'interfrange est reliée à la longueur d'onde de la lumière. Je vous encourage à revenir sur les leçons que nous avions fait des premiers TP pour vous rappeler comment on fait pour passer de I à lambda. Et au travers de ça, on me demande de trouver la longueur d'onde de la lumière dans le doc 4. Alors, comment je vais pouvoir faire? Dans le doc 4, je vois que j'ai celui-ci qui ressemble le plus à une interférence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mesurer une interfrange pour avoir un I. Et connaissant le I,
et connaissant les différents paramètres du montage, notamment la distance qui sépare l'écran de la source, je vous rappelle, la double source de l'objet quantique virtuel, c'est celle-ci, ce n'est plus le canon ici à électrons, c'est bien les deux sources qui sont les deux fentes qui deviennent source des images que l'on a ici. Et donc la distance est connue, c'est grand D. On connaît également l'espace qu'il va y avoir entre les deux fentes, petit b. On connaît petit a, qui n'est pas nécessaire dans cette relation-là, mais petit a, c'est la largeur de la fente. La petit a, c'est celui-là. Et donc, connaissant petit b, la distance entre deux fentes, connaissant grand D, la distance entre les deux fentes et l'écran, on va pouvoir en déduire lambda. Alors, comment? Je vais prendre un ou plusieurs interfranges. Me semble-t-il qu'ici, même si on n'en prenait qu'une seule interfrange, ça revient au même. Alors, il est plus simple de se mettre au milieu de franges sombres plutôt qu'aux franges claires, mais le résultat est le même. On voit qu'on obtient environ une interfrange de 2 micromètres. Le fait de multiplier ma mesure m'a permis de mettre ici deux chiffres significatifs dans mon résultat. Donc, c'est la seule raison pour laquelle j'ai utilisé cette méthode. Sachant qu'il y a donc 2 micromètres, j'inverse ma relation I égale lambda D sur B pour faire sortir que lambda et voir que c'est I fois petit b sur grand D qui est utilisé. Et je me retrouve à remettre mes valeurs ici avec les unités légales du système international, c'est-à-dire 2 micromètres, ça fait 2 10 moins 6 mètres. Le petit b que nous avions vu, 0,8 micro, lui, ça devient 0,8 10 moins 6 pour micro. Et 35 centi devient 35 10 moins 2. J'obtiens donc un résultat qui fait 5,0, j'aurais dû le rajouter d'ailleurs, hein, c'est vrai, 5,0 10 moins 12 mètres, ce qui correspond à 5 à peu près, 5 picomètres. Hein. Alors, j'aurais pu mettre 5. Alors, on va le faire comme ça. Si je mets 5, ça veut dire qu'ici, je dois mettre 2. D'accord? C'est-à-dire que si je considère que je n'ai pas pu obtenir 8 dans mon calcul et que j'ai 8,0 mais que j'ai pu obtenir que 8, je vais donc avoir 2 micros, un chiffre significatif. Donc, je suis obligé de basculer mon 4,57 en un seul chiffre significatif. Si maintenant je mets un 2,0 là-haut, à ce moment-là, je vais dire que là, j'ai 4,6 comme résultat à prendre en compte. 4,6, 10 moins 12. Ce serait donc ça, la mesure qui sera à prendre en compte. Voilà. Y a-t-il des questions peut-être sur ce passage-là? Le dernier, pourquoi? Là, vous l'avez vu, ce que je vous ai dit, il y a la théorie du grand nombre qui nous permet d'expliquer. Donc, la théorie des grands nombres qui nous permet d'expliquer le fait que l'effet quantique peut être matérialisé et vu comme un effet ondulatoire avec les mêmes caractéristiques qu'un phénomène dilatoire uniquement s'il y a un grand nombre de particules utilisées, de particules quantiques. Je répète, les particules quantiques, ce sont des électrons, ce sont des petites, pour l'instant, hein, de façon stable, on arrive à obtenir quelque chose, et puisque vous l'avez vu tout à l'heure avec la vidéo, on arrive à le voir si on travaille sur un électron, si on travaille sur un proton. Plus, on ne sait pas faire. Et je vous rappelle qu'un photon est une particule électromagnétique, donc là on est sur de la lumière, et un proton ou un électron est une particule de matière, et donc ça deviendra une particule quantique. C'est ce qui m'intéresse à vous montrer ici. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Donc, dans votre livre, à la page 386, vous avez donc le bilan donc, de notre leçon. C'est tout ce que je viens de vous expliquer et réexpliquer dans le livre. Donc, à la page 386, vous avez l'essentiel qui correspond à peu près, si vous voulez le relire, si vous êtes intéressé. Voilà. Je vous encourage à essayer de chercher cette revue, cette BD. Si vous arrivez à la voir d'ailleurs, à la médiathèque, ça m'intéresse. Vous me le dites, ou si vous arrivez à la trouver en ligne, ça m'intéresse aussi. Peut-être que vous êtes plus dégourdi, et je le pense, que moi à ce niveau-là. Si vous arrivez à la trouver, ce serait super, quoi. Parce que je l'avais emprunté un jour à un collègue, et donc maintenant je ne l'ai plus, et j'avoue que j'aimerais bien la revoir. Elle est pas mal, cette vidéo-là. Cette BD, excusez-moi.
Ensuite, on a fait à peu près tout ce qui m'intéressait. Ici, je ne veux pas vous embêter de trop. Je voudrais juste vous montrer donc, ce qui me semble intéressant pour la suite. Ici, le début, avec ici le robot, un rover qui aura du Curiosity, qui est allé donc sur Mars, et donc le principe donc d'un laser qui permet de communiquer grâce à ce rover. Donc c'est intéressant que vous le fassiez pour voir notamment que la difficulté que l'on peut avoir. Donc la première question, elle est forcément facile, mais ici, cette question-là ressemble plus à un exercice de spé, c'est-à-dire je dois faire le lien entre toutes les infos qui sont données et mon cours pour pouvoir répondre à cette question. Ce n'est pas une question aussi anodine que ça. Il faut que je calcule quelque part l'énergie que peut proposer ce laser. Et une fois que j'ai l'énergie, je me sers donc de la formule classique E égale H nu, HC sur lambda, pour savoir quel est le lambda et en déduire si le lambda fait partie du visible. Donc, vous voyez, c'est toute une stratégie qui n'est pas si évidente que ça, hein. Donc, à faire, me semble-t-il qu'il est pas mal. Et puis, ce qui me plaisait aussi, c'est que la suite de l'exercice était un exercice de première S. Ça permet de revenir sur les niveaux d'énergie et les spectres d'énergie. Je vous ai d'ailleurs mis la correction sur le Padlet pour que vous puissiez voir directement ce que ça donne, et notamment c'est une histoire de niveau d'énergie, revenir dessus. Mais ça me dit que ce n'est pas intéressant que je fasse la correction en ligne une fois de plus. Il faudrait que vous le fassiez un peu si vous avez un peu de temps. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, je veux bien faire une correction. Vous me donnez, on se donne rendez-vous sur Discord et on fait le même principe pour ceux qui veulent. Et je participe à la correction du sujet. Deuxième sujet qui me semblait intéressant, c'est celui du laser. Pareil, de 2015. Il y a également celui-là qui est pas mal. Celui-là, il est même mieux, celui-là. Il y en a deux. Celui que je vous ai mis, c'est celui-là. Celui qui est sympa, classique, comprendre l'activité. Donc, on me donne l'activité de tout à l'heure. Et il faut que je maîtrise, vous voyez, avec notamment revenir sur les calculs d'incertitude. Donc, et puis les leçons du début d'année avec diffraction, interférence. Donc, c'est pas mal ce sujet pour un peu un classique. Hein, un classique. Hop. Ensuite, le deuxième qui me semblait bien, c'est lui sur la céramique, un sujet récent. Ce sujet récent, donc, qui n'est pas corrigé sur la Bolissé, je l'ai trouvé que sur Chemix. Pas mal, vraiment pas mal. C'est pour ceux qui veulent vraiment faire un peu plus, et je pense qu'il faut que vous obligiez à faire ici ceux qui veulent. D'ici lundi prochain, ça serait bien de faire les 3 sujets que je cite. Il permet de revenir sur les notions de première S. Il permet également de reprendre les calculs qu'on a vus la semaine passée sur les variations d'énergie. Donc ça, c'est bien de revenir sur ça. Et ça permet donc de faire le lien entre les différentes leçons qu'on est en train d'étudier. Me semble-t-il que c'est vraiment la difficulté qu'on a. Nous, on en discute. Je vous laisse faire de votre côté. Je vous mets un peu un lien vers quelque chose, mais je comprends que vous ayez du mal à faire. C'est cool. Merci, Oscar. Je vais regarder si besoin. Sinon, je te demanderai un accès ou quelque chose si on peut. Non, mais est-ce qu'on peut l'avoir en ligne en fait? Ça serait pas mal pour savoir si on peut la visualiser en ligne. S'il faut simplement l'avoir si elle est en présentiel. Je regarderai aussi de mon côté. Merci en tout cas, Oscar. Voilà. Donc j'en ai fini pour ça. Je vais vous donner jeudi, comme d'hab, un TP. Ce TP sur le laser, l'approche du laser, plutôt dans le sens approche du laser, comprendre plutôt j'allais dire le phénomène donc je ne l'ai pas encore vraiment finalisé pour cette fois-ci, c'est pas la bonne classe, mais c'est comprendre le fonctionnement de l'interprétation des signaux en fait, c'est plutôt ça, d'accord? Donc, je vous le mettrai, ouais, je ne l'ai pas encore mis à jour là, donc je le mettrai, je vous montrerai ce qu'il en est.
pour jeudi. Déjà, je pense que là, vous avez de quoi faire largement. C'est un plus, hein, le TP sur le laser. Vous regarderez ceux qui veulent, pour si vous voulez intéresser. Vous me poserez des questions. On s'est servi de photos qu'on a faites sur des lasers comme ça maison, là. Donc, vous jetterez un œil. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour finir, je n'ai pas, donc, pour revenir au fonctionnement général, je n'ai pas d'infos sur l'année à venir. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Je ne sais pas si on va avoir à revenir tous ou pas. Maintenant, voilà, je me dis qu'il y a des chances. Après, je ne sais pas plus. D'accord? Dès que j'en sais plus, pour l'instant, on voit passer des tweets, des choses comme ça, mais rien d'intéressant. Donc, je voudrais simplement vous dire que faut garder courage, essayer de travailler régulièrement. Dites-vous simplement que le travail régulier, si vous pouvez vous obliger à le faire, je sais que c'est difficile, ça vous permet simplement de garder un rythme d'étudiant que vous allez reprendre en septembre malgré tout. Hein. Admettons qu'on nous dise de ne pas rentrer tout à mai. Dites-vous bien qu'il faut qu'on garde un rythme d'étudiant. Je sais que ce n'est pas agréable, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est vraiment la solution pour l'an prochain, quel que soit votre parcours scolaire. Il faut vraiment que vous puissiez le mettre en place. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions à ce moment-là, je vais vous laisser. Et je me permets de faire un appel, c'est ce qu'on me demande de faire. Hein. C'est pour Madame Dias me demande de voir qui est présent. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît, que je puisse marquer. C'est pas pour vous fliquer, hein, c'est pas pour fliquer ceux qui sont pas là. C'est juste pour dire qui c'est qui est présent. Donc, excusez-moi, je suis obligé de le faire. Voilà. Je vous souhaite donc à tous une bonne journée. Passez donc une bonne semaine. Posez-moi des questions si ça ne fonctionne pas, s'il y a un truc qui ne va pas. Donc voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.